Bonjour à tous. D'abord, je voudrais remercier la société et la commission scientifique de m'avoir invité. Je les remercie parce que on va parler d'un sujet qui est important en réanimation, qui est la réanimation de l'insuffisance circulatoire et spécifiquement du choc septique. Et on va parler de ces choses d'assez compliquées et extrêmement importantes qui sont les outils qu'il convient ou qu'il convient de ne pas utiliser pour la prise en charge de nos malades. Puisque ce dont on va parler, c'est la prise en charge thérapeutique, c'est-à-dire on va essayer de se poser la question de ce qui fait du bien aux malades et ce qui améliore le pronostic, parce que c'est ça notre travail. Alors c'est un plaisir pour moi de faire cette controverse, parce que d'abord, et c'est assez simple, parce que je n'ai aucun conflit d'intérêt, et que surtout ça correspond à notre pratique quotidienne en réanimation. Je m'étais dit que pour commencer, on pouvait vous inviter chez nous, pour vous montrer comment on soigne l'insuffisance circulatoire à Saint-Antoine. Et vous voyez, on a des cathéters artériels parce que ça permet de faire des prises de sang, et on fait beaucoup de prises de sang aux malades. Donc déjà, le cathéter artériel, vous voyez, ça sert vraiment à faire des prises de sang répétées. Je vais vous expliquer que ce qui est quand même extrêmement important avant de prendre une décision, c'est de se poser la question au cas par cas de la perfusion tissulaire, parce que notre travail, c'est de réanimer les malades et de réanimer les organes. On fait bien sûr un peu d'échographie cardiaque et quelques paramètres dérivés de l'interprétation de la courbe de pression artérielle. Mais vous voyez, on n'utilise aucun autre outil pour prendre en charge les malades en réanimation à Saint-Antoine. Alors, pourquoi? La première raison, c'est assez simple, c'est que ce qui m'intéresse, moi, et j'espère vous, c'est de réanimer les malades et de réanimer les organes. Et donc la première question qu'on doit toujours se poser, et je crois que c'est extrêmement important, c'est remettre le malade au centre de la problématique et d'évaluer sa perfusion tissulaire. Et de façon très simple, vous avez un certain nombre d'outils au lit du malade qui permettent de répondre à cette question. Est-ce que mon malade va bien? Est-ce qu'il ne va pas bien? Est-ce qu'il faut que je fasse une intervention thérapeutique? Et ces outils, vous voyez, ça coûte pas cher, ça s'appelle la clinique. Vous avez des outils qui ne sont pas chers, gratuits, non invasifs, faciles à utiliser, reproductibles. Et c'est intéressant parce que vous avez des outils de surface qui sont corrélés à la perfusion d'organes. Vous savez, ça c'est un travail qu'on avait fait il y a quelques années sur le score de Marbrure. Et vous voyez, on avait montré que c'était un bon reflet de la perfusion rénale, très corrélé. Et c'était également très corrélé au taux de lactate qui finalement est le reflet de la souffrance tissulaire globale. L'autre chose, c'est que c'est des marqueurs de sévérité de la maladie. Je regarde mon malade et je suis capable de dire s'il est malade, peu malade, très malade. Et ici, c'est un travail, vous voyez, qui est soumis, où on s'est intéressé à la température des extrémités de façon objective. Et vous voyez que plus les gens sont malades, plus leurs extrémités sont froides et on peut le quantifier. Et l'autre point extrêmement important, c'est que c'est des facteurs prédictifs de la mortalité. Ils vont des indices durs, est-ce que mon malade va mourir ou ne va pas mourir? Ça, c'est extrêmement important. Et par exemple, en travaillant sur le temps de recoloration, on a de la prédiction à plus de 90% à J14 de la mortalité. Et vous savez, ça c'est un travail qu'on avait fait, ça a été confirmé récemment par des Brésiliens. L'étendue des marbrures, c'est pronostic. Et plus vous êtes marbré, plus vous mourrez, et plus vous mourrez tôt. Donc on a un certain nombre d'outils au lit du malade qui nous permettent d'évaluer la gravité du malade. Et c'est la première question qu'on doit se poser avant de réanimer quelqu'un. Est-ce qu'il a des problèmes? Est-ce qu'il faut que je fasse une intervention? Alors vous pouvez me dire, tout ça, c'est des études observationnelles et vous n'avez jamais montré que ça modifiait la prise en charge. La première chose, c'est que c'est gratuit. Je ne suis pas obligé de montrer que ça améliore la prise en charge, c'est gratuit. Et la deuxième chose, c'est que vous avez une preuve de concept qui vient d'être publiée par des pays du Nord. Vous voyez, c'est chez Van Bommel, aux Pays-Bas, où on a comparé, preuve de concept, une stratégie un peu compliquée avec le monitoring du débit cardiaque, à une stratégie qui évalue la perfusion tissulaire avant de prendre une décision. Et vous voyez, dans cette étude, on ne modifie pas la mortalité. Par contre, les malades reçoivent beaucoup moins de remplissage et leur durée de séjour, vous voyez, est nettement diminuée, quasiment d'un facteur 3. Donc quand vous vous posez la question avant de faire une intervention et de réanimer le malade de son état de perfusion cutanée, en tout cas en général de sa perfusion rénale, vous améliorez son pronostic. Alors bien sûr, j'utilise quelques paramètres dérivés de l'interprétation de la courbe de pression artérielle. De temps en temps, on utilise la delta PP, comme l'équipe à laquelle appartient Xavier Monet a montré, ça peut être utile dans un certain nombre de situations pour adapter la volémie du malade. Et puis bien sûr, on est en réanimation aujourd'hui, on utilise tous l'échographie. D'ailleurs, la dernière conférence de consensus européenne considère que c'est vraiment un outil important parce que ça permet à la fois de faire le diagnostic, parce que c'est pas si simple que ça de faire le diagnostic étiologique, diagnostic différentiel, diagnostic des complications, et également d'évaluer un petit peu la volémie.
D'accord? Alors, il y a un certain nombre d'outils, d'indices dérivés de l'échographie qui nous aident. Par exemple, à Kremlin-Bicêtre, il y a quelques années, il s'était intéressé à la distensibilité de la veine cave inférieure. C'est pas trop mal et ça permet d'aider à évaluer la précharge dépendance. Est-ce qu'il faut remplir ou pas le malade? Est-ce qu'il va en bénéficier en termes d'augmentation de débit? Alors ça, c'est intéressant, mais je pense qu'on se pose beaucoup trop cette question, à savoir, est-ce que c'est si important de ça de remplir les malades? Moi, je ne suis pas persuadé que ça soit un problème central dans la prise en charge de l'insuffisance circulatoire. Regardez, ça, c'est une étude où les gens se sont posé la question de l'effet du remplissage sur la perfusion d'organes. Parce que moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, et j'espère vous aussi, c'est d'optimiser le fonctionnement des organes. Et vous voyez, quand vous remplissez un malade dans les premières heures, mais c'est ce que recommandent les sociétés savantes, un remplissage dans les premières heures, c'est bien, vous améliorez la perfusion des organes. Mais finalement, vous allez quand même le faire. Par contre, quand vous faites du remplissage vasculaire un peu plus tard, même si le malade est potentiellement précharge dépendant, vous voyez, vous n'améliorez pas la perfusion d'organes. D'accord? Donc, est-ce que c'est si central que ça? Le deuxième problème extrêmement important, c'est que si tant est que vous vouliez remplir le malade, sur quel indice vous allez vous baser? Est-ce que vous allez utiliser des indices compliqués? Par exemple, ici, c'est un travail où on utilise des paramètres dérivés du PICO, et notamment le caractère précharge ou non précharge dépendant sur l'amélioration de la perfusion d'organes. Et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est quand les malades étaient considérés comme répondeurs, c'est-à-dire des malades qui vont augmenter leur débit cardiaque lorsque je vais les remplir, ils amélioraient leur perfusion microcirculatoire. Et lorsqu'on regardait le score clinique d'hypoperfusion, ils diminuaient leur hypoperfusion. Donc c'est quand même vachement bien. Mais par contre, quand on prend les malades qui étaient considérés comme non répondeurs, c'est-à-dire que c'est des malades qui n'étaient pas censés augmenter leur débit cardiaque après le remplissage, de la même manière, ils améliorent leur perfusion microcirculatoire et ils diminuent l'hypoperfusion d'organes. Donc attention à vouloir utiliser des outils trop compliqués qui finalement sont potentiellement une perte de chance pour le malade, parce que celui-ci, si vous utilisez des indices de précharge dépendant, il n'aurait pas été rempli et potentiellement n'aurait pas bénéficié du remplissage. Alors voilà, on peut peut-être s'arrêter là pour vous dire que les outils qu'on utilise chez nous et en général, c'est suffisant pour prendre en charge les malades. Alors vous allez me dire, ah ouais mais non, c'est pas assez technologique, c'est pas assez compliqué, il y a une perte de chance pour le malade. Alors qu'est-ce qui me manque? Est-ce qu'il me manque le débit cardiaque? Est-ce qu'il faut que je mesure le débit cardiaque? Alors moi je ne suis pas persuadé qu'il faille le faire, ça vous le savez aussi bien que moi. La première chose c'est que le débit cardiaque c'est pas du tout prédictif du pronostic. Regardez ça, c'est un travail de Daniel Debacker, il s'intéresse au pronostic des malades qui vont soit survivre à un choc septique, soit mourir. Et vous voyez, leur débit cardiaque, quand il les prend en charge, il est identique entre les groupes. Ensuite, les malades, ils sont réanimés. Et vous voyez, quand vous allez réanimer les malades, de la même manière, le débit cardiaque, il n'est pas différent entre les groupes. Nous, on avait fait une petite étude il y a quelques années, de la même manière, et on l'a confirmé dans d'autres études, ici c'est par échocardiographie, on n'a aucune différence de débit cardiaque entre les malades qui vont mourir précocement et ceux qui vont décéder. Et puis si je mesurais le débit cardiaque avec des outils un peu compliqués, je ne saurais pas quoi en faire, moi. Je ne sais pas s'il faut l'augmenter, s'il faut le diminuer. Vous voyez, sur cette diapositive, je ne sais pas s'il faut aller à droite ou à gauche. Parce qu'il y a des gens qui ont essayé d'augmenter le débit cardiaque. Alors, c'est un travail assez ancien, souvent on ne le montre pas, mais vous voyez, c'est une étude qui a plus de 20 ans. On prend des malades de réanimation et on se dit on va augmenter le débit cardiaque pour essayer d'augmenter la perfusion des organes. Et la physiopathologie, ou en tout cas son interprétation, ça peut vous faire des choses assez surprenantes. Regardez, on peut aller jusqu'à 200 gamma-kilominutes de dobutamine. Waouh! Est-ce que quelqu'un ici a déjà donné 200 gamma-kilominutes de dobutamine? Tout ça pour la physiopathologie. Et ça marche, regardez, le débit cardiaque, ça augmente. Je suis content, c'est à 3,5 et il monte à un peu plus de 4,5, c'est super. Et ça marche bien parce que ça augmente aussi le transport en oxygène. Mais par contre, mon organe, c'est-à-dire mes cellules, est-ce qu'elles vont mieux? Est-ce qu'il y a plus de consommation d'oxygène? Vous voyez, ça n'a aucun effet sur la consommation d'oxygène. Et à la fin, c'est un peu inquiétant parce que ça augmente la mortalité. Les malades qui ont reçu ces fortes doses de dobutamine, qui ont une augmentation de ce débit cardiaque qu'on adore, ils meurent plus. Et puis il y a d'autres personnes qui se sont dit, on va peut-être essayer de diminuer le débit cardiaque. En fait, ils n'ont pas voulu vraiment faire ça. Ils se sont dit, on va diminuer la fréquence cardiaque avec des bêta-bloquants. Tout le monde connaît cette étude qui est assez discutée, dont on attend les confirmations. Et donc Morelli donne des bêta-bloquants aux malades. Et il se rend compte, vous voyez, qu'il fait diminuer le débit cardiaque des malades en choc septique, qui sont des chocs septiques graves, qui restent graves après 24 heures. Et dans cette étude, alors qu'on diminue la fréquence cardiaque, les malades meurent moins.
Donc moi, je ne sais pas bien ce qu'il faut en faire, mais on peut dire, oui, mais c'est trop simpliste comme interprétation. Il faut que tu reviennes à la physiopathologie, il faut adapter le débit en fonction des besoins du malade. Il faut que tu adaptes le débit à ce dont il a besoin, et donc il faut que tu utilises la SV ou la SCVO2. Alors il y a des gens qui ont essayé de faire ça, encore une fois, il y a très longtemps. Vous voyez, Gattinoni, 95, il a fait deux stratégies, une stratégie comme celle que je vous ai montrée, qu'on fait chez nous, hein. La voie veineuse centrale, la cathéter artérielle, le docteur, l'évaluation clinique versus la SVO2, et il a montré aucun bénéfice en termes de mortalité, un vrai critère dur, hein. Ils ne meurent pas plus, ils ne meurent pas moins. Ils ne font pas mieux, quoi. Alors vous pouvez me dire, ouais, mais il y a Rivers, tout le monde parle de Rivers, et Rivers, un jour, il a dit, quand je fais de la SCVO2, c'est mieux. Et effectivement, c'était un des petits arguments qui était sorti au début des années 2000 sur une diminution de mortalité. Mais beaucoup de gens se sont posés des questions, surtout sur les caractéristiques des malades. Et moi, quand je lis une étude, je me demande toujours si le malade de l'étude ressemble au malade que je soigne. Et si c'est une étude multicentrique néerlandaise, hein, c'est l'Europe, ils font un peu comme nous, et ils se sont posés cette question, ils ont comparé leurs malades, leurs caractéristiques aux malades de Rivers. Et vous voyez, ils ont à peu près le même âge, ils ont à peu près le même score Apache, mais quand on regarde à l'admission leurs caractéristiques, ils n'ont rien à voir. Hein, dans le Rivers, vous voyez, ils ont une PVC extrêmement basse, ils ont une pression artérielle moyenne plus élevée, ils ont une SCVO2, vous voyez, qui est effondrée, beaucoup plus basse que celle rapportée, et nous, dans notre centre, en reprenant nos séries, on a exactement ces valeurs, et un taux de lactate plus élevé. Donc les malades de Rivers, peut-être qu'ils sont spécifiques aux États-Unis, en tout cas, ils ne ressemblent pas du tout aux malades que moi je vois tous les jours et qu'on soigne chez nous. Alors, on peut se dire, ok, il y a peut-être aussi un effet de l'évolution de la prise en charge des malades, et peut-être que quelques années après, on est meilleur, c'est pour ça que nos malades ne ressemblent pas aux malades de Rivers. Donc c'est normal que je vous montre la dernière prise en charge, et vous connaissez toutes ces études, 3 études prestigieuses dans tous les coins du monde, l'Angleterre, les États-Unis, l'Océanie, beaucoup de centres, beaucoup de malades, et on s'est posé la question, est-ce que utiliser la SCVO2 pour réanimer les malades, c'est-à-dire autre chose que le cathéter artériel et la clinique, ça fait mieux que la clinique. Et donc 2 stratégies, une stratégie, vous voyez, algorithmique, avec des gens entraînés, formés toutes les semaines, hein, dans Process, on a des examens toutes les semaines pour savoir si on est bon. Et vous voyez, la SCVO2, on réfléchit sur la transfusion, l'utilisation des inotropes pour adapter le débit, versus une stratégie dite standard, la stratégie clinicienne. Je me pose des questions sur l'évaluation de la perfusion tissulaire, en tout cas des défaillances d'organes liées à cette hyperperfusion. Et vous le savez comme moi, et j'ai repris la récente méta-analyse de réanimateurs célèbres dans le monde, quand vous groupez toutes ces études, vous voyez, vous n'avez absolument aucun effet sur la mortalité. Hein, utiliser ces indices compliqués qui sont finalement essayer d'appliquer de la physiopathologie à un processus compliqué, une prise en charge hétérogène, ça n'a absolument aucun impact sur la mortalité à un temps court ou à un temps long. Vous pouvez me dire, oui, mais la mortalité c'est compliqué, on ne sait pas de quoi les gens meurent. D'accord. Ça n'a aucun effet sur la durée de séjour, les gens ne restent pas plus longtemps à l'hôpital. D'accord. Alors vous pouvez me dire, oui, mais eux ils sont plus précis, ça veut dire qu'on sait ce qu'on fait. On va tout de suite au but, on fait des mesures avec des outils techniques, on sait ce qu'il faut faire et on va tout de suite au but. Alors que vous, vous êtes des cliniciens, donc vous tâtonnez. Vous tirez un peu à côté, puis à la fin, vous arrivez à être précis, vous êtes dans le mille, mais vous avez beaucoup essayé. Alors on peut regarder, ça c'est vrai, donc on va regarder l'utilisation des catécholamines, par exemple, dans les 2 stratégies. Et regardez, dans les 3 études, à chaque fois que vous faites standard, vous utilisez beaucoup moins de noradrénaline. Je fais moins de noradrénaline. Quand je regarde les inotropes, alors là, je suis assez troublé. On fait jusqu'à 6 fois moins d'utilisation de dobutamine avec les thérapeutiques cliniques. Moi, je suis assez surpris de voir qu'une molécule qui est utilisée 6 fois moins n'impacte pas sur la mortalité. D'accord ? 6 fois moins de dobutamine. Alors, on peut aussi se poser la question sur la transfusion. Vous savez, c'est important, le transport, l'hématocrite, ça c'est la physiopathologie. Est-ce qu'on transfuse plus ou moins ? Eh bien, regardez, dans ces 3 études, c'est troublant, dans les 3 études, quand vous faites prise en charge clinique versus compliqué physiopathologie, vous utilisez 2 fois plus de transfusion. Alors moi, je vais avoir du mal à aller voir mon chef de service pour essayer de lui expliquer qu'il faut que j'utilise un monitoring compliqué. Il va me dire, tu ne choses pas les vents et puis ça coûte cher ce que tu fais quand même. Hein. Alors peut-être que maintenant, une de mes stratégies, c'est de dire, oui, mais avec ces outils subtils, on sait qu'il faut remplir, donc on fait de l'épargne de remplissage. D'accord ? On est meilleur, on sait qu'il faut remplir ou pas. Et ça, vous le savez, hein, la balance hydrique, c'est très important parce que la balance hydrique, c'est associé au pronostic.
Et plus la balance hydrique elle est importante, plus le pronostic est sombre. Eh bien, regardez dans les 3 études, les malades ne sont pas plus, pas moins remplis avec une stratégie clinique. Et même dans des études où le problème du remplissage c'est important, c'est-à-dire les lésions pulmonaires, quand on compare le cathéter artériel pulmonaire à une prise en charge clinique, vous voyez un travail de 2006, on n'a absolument aucune différence de balance hydrique. Donc finalement à Saint-Antoine, et c'est la conclusion, hein, le petit village à Saint-Antoine, pour un certain nombre d'arguments dont je viens de vous parler, on ne va jamais utiliser tous ces outils, en tout cas pour l'instant, tant qu'on n'a pas d'arguments solides sur la mortalité, la morbidité, la consommation de produits de transfusion. Et on continuera à résister, et bien sûr, je ne vous ai pas parlé des problèmes liés à toute cette technologie, c'est-à-dire le temps que ça prend, l'argent que ça coûte et la complexité des mesures. Donc voilà, donc vous avez pour conclure 2 approches différentes, hein, une approche de, si vous acceptez cette petite métaphore filée de l'artisan, hein, celui qui réfléchit toujours à partir de l'évaluation clinique, d'accord, et qui adapte sa thérapeutique à une prise en charge plutôt plus physiopathologique, hein, et qui utilise des outils sûrement beaucoup plus compliqués. Je vous remercie de votre attention.